Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Floriane Charton, votre professeure de sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble le risque de crédit. Alors, lorsque on emprunte de l'argent, que ce soit auprès d'une banque, d'un intermédiaire ou que ce soit auprès d'autres agents économiques directement comme un ménage ou comme une entreprise par exemple, il existe toujours pour la personne qui vous prête de l'argent un risque. Ce risque, on l'appelle le risque de crédit. En quoi est-ce qu'il consiste? Tout simplement que vous ne le remboursiez pas. Il n'y a rien qui garantit finalement à votre prêteur que vous allez le rembourser jusqu'à la fin. Imaginez, vous faites un prêt pour une maison sur 20 ans, on ne sait pas si dans 10 ans, vous n'allez pas avoir un problème de santé très grave ou être au chômage, etc., etc. Et donc du coup, pour la personne qui vous prête de l'argent, c'est un risque qu'elle prend. Et donc, le problème, c'est que ça peut être amplifié si vous ne lui donnez pas toutes les informations. Dans ces cas-là, on va se retrouver en fait dans une situation que vous devez connaître maintenant, qu'on parle d'asymétrie d'information. Asymétrie, je vous rappelle, l'information n'est pas symétrique entre les deux agents économiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un des deux agents qui a plus de données, plus d'informations que l'autre. En l'occurrence, c'est vous qui empruntez qui avez plus d'informations. Prenons un exemple, si vous savez que dans 3 mois vous allez être licencié, ça, la personne qui vous prête de l'argent ne peut pas le savoir, elle ne peut pas l'anticiper. Et donc du coup, il existe entre vous et elle une asymétrie d'information puisque vous détenez plus d'informations qu'elle. Pour essayer un petit peu d'améliorer cette asymétrie, pour faire en sorte que l'information soit beaucoup plus transparente, rappelez-vous la transparence de l'information, à quel point c'est important pour les économistes. Donc pour qu'il y ait cette transparence de l'information, il existe certaines solutions. La plus évidente, on va dire, ou la plus spontanée, c'est celle de vous demander un certain nombre de critères, un certain nombre de tests médicaux, etc. pour essayer de minimiser les risques, de diminuer les risques. On va, par exemple, lorsque vous faites un emprunt immobilier auprès d'une banque, vous allez remplir, par exemple, un questionnaire de santé. À quoi ça sert? Notamment pour savoir si oui ou non vous êtes vraiment capable à 5, 10, 15, 20 ans de rembourser votre prêt. Vous comprenez aussi pourquoi c'est plus facile d'emprunter lorsque vous avez 25 ou 30 ans que lorsque vous avez 55 ou 60 ans. Donc les ménages et les entreprises ne sont pas les seuls à emprunter. C'est également le cas des États. Les États ont des dépenses, ont des recettes qui peuvent soit être équilibrées ou qui peuvent être soit supérieures, soit inférieures. C'est-à-dire tout simplement, lorsque les dépenses sont inférieures aux revenus, tout va bien. Mais si les dépenses sont supérieures aux revenus, alors l'État doit lui aussi emprunter auprès d'autres agents économiques. Cette situation était vraie jusqu'à ce qu'en 2008, on ait la crise des subprimes, dont vous avez dû entendre parler, même si vous n'en connaissez pas les détails. Cette crise des subprimes, elle date de 2008. Pour vous en donner les grandes lignes à peu près, elle part des États-Unis et en fait, elle s'est étendue au monde entier à partir de l'année 2008. Aujourd'hui, en 2016, rien n'est moins sûr qu'on soit vraiment sorti de cette crise des subprimes. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? En quoi est-ce que la crise des subprimes nous intéresse dans le financement de l'économie? En fait, cette crise a posé un problème aux États. Pourquoi? Parce qu'elles avaient déjà pas mal de dépenses et leurs revenus n'étaient pas suffisants. Mais comme la crise est intervenue, il a fallu que l'État vienne aider la population, c'est-à-dire les chômeurs leur verser des aides, pour les pauvres leur verser le RSA, pour ceux qui connaissent, le revenu de solidarité active. En gros, les dépenses n'ont fait qu'augmenter. Et au contraire, plus vous avez de personnes qui sont au chômage, moins elles payent des impôts, puisque c'est proportionnel à leurs revenus. Donc tout ça pour vous synthétiser que les États se sont retrouvés avec beaucoup plus de dépenses et beaucoup moins de revenus, ce qui fait que ça n'a fait qu'empirer une situation qui était déjà un petit peu précaire. Et quand justement on a plus de dépenses que de revenus, comme je vous l'ai dit, on emprunte. C'est ce qu'on va appeler, puisque c'est l'État, les dettes publiques ou la dette publique de l'État. Et donc en fait l'idée c'est que suite à cette crise des subprimes, la dette publique des États s'est empirée. Et donc elle a dû se fournir auprès d'autres agents économiques. Mais comme la situation devenait difficile, vous imaginez bien que les agents économiques ont commencé à éprouver un certain nombre de réticences à vouloir prêter de l'argent aux États. Ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, au risque de crédit. Le risque de crédit était de plus en plus grand, c'est-à-dire que
les États étaient de moins en moins capables de rembourser les dettes qu'elles contractaient, qu'elles empruntaient, l'argent qu'elles empruntaient. Et donc du coup, toutes ces dettes publiques, donc on s'est vraiment contracté, donc comme je vous dis, les dettes qui sont contractées ou les emprunts qui sont contractés à la fois par l'État, par les collectivités locales, c'est-à-dire les mairies, les régions, les départements, et aussi par des organismes comme la sécurité sociale, que vous devez connaître au moins de nom, qui représente tout ce qui est maladie, santé, etc. Et en fait, ces dettes publiques, c'est devenu difficile. Pourquoi? Parce qu'elles ont eu du mal à trouver des personnes qui voulaient bien leur prêter l'argent. Et si ces personnes, ces agents économiques acceptaient, elles acceptaient en contrepartie d'un taux d'intérêt très élevé. Pourquoi? Parce qu'elles voulaient s'assurer, gagner suffisamment d'argent pour faire face si un jour l'État ne pouvait plus rembourser. Et vous avez forcément entendu parler du pays qui a été le plus impacté parce qu'il a eu une grosse crise de sa dette publique, c'est évidemment la Grèce. Et en fait, aujourd'hui, si la Grèce veut emprunter, elle peut. Mais les personnes qui acceptent, les agents économiques qui acceptent de lui prêtent à un taux environ de 4,6%. Alors que par exemple, nous, l'État français, on a aussi une dette publique, mais comme elle est moindre, alors on accepte de nous prêter, ou les agents économiques acceptent de nous prêter à 1,8%. Vous imaginez bien que ça fait une énorme différence et que en fait, même si la Grèce réussit à emprunter, elle paye très cher, on va dire, ses emprunts, ce qui fait qu'augmenter ou continuer son endettement public. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos sur le financement de l'économie. À bientôt sur DigiSchool.